Voilà, donc bonsoir tout le monde. Nous avons donc le plaisir d'accueillir à nouveau Thomas Delamarre, mais cette fois-ci en bonne compagnie avec Virginie Pringuet, qui est donc chercheuse et commissaire d'exposition. Thomas Delamarre, lui, est toujours directeur de la Maison des Arts Georges et Claude Pompidou, Centre d'art contemporain à Carjac. Il est enseignant associé à l'atelier de didactique visuelle durant l'année 2021-2022. Alors Thomas, je vais te proposer de mener en fait cette conférence, de jouer le maître de cérémonie, et donc je te passe la parole. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci Olivier et bonsoir à toutes et tous. Très content de vous retrouver pour cette deuxième conférence, mais cette fois, ce n'est pas moi qui parle, en tout cas pas seul, puisqu'effectivement, avec Olivier, on a proposé à Virginie Pringuet de venir vous présenter son travail. Donc toujours dans le cadre de cet enseignement associé que je propose cette année autour de l'art dans l'espace public. Avec notamment un atelier que je mène avec les étudiants de troisième année de l'atelier de didactique visuelle, et puis une série d'interventions, conférences. Il y a 2 semaines, on a parlé du land art dans l'Ouest américain, et ce soir, avec Virginie Pringuet, on va parler d'un outil numérique qui s'intitule Atlas Museum et que Virginie va nous présenter. Donc je vous présente en quelques mots notre invitée. Donc Virginie Pringuet est chercheuse et commissaire d'exposition. Elle a eu presque deux vies en une, si l'on peut dire, en tout cas 2 grandes périodes dans dans sa carrière, qui sont très liées cependant, puisque Virginie a d'abord exercé comme productrice et curatrice et programmatrice culturelle, dans l'art contemporain notamment, mais aussi dans le design, l'architecture et les arts vivants. D'abord à Montréal au début des années 2000, avec le Festival du Nouveau Cinéma et au Centre d'art Le Quartier Éphémère. À Paris ensuite, où elle a été curatrice de la première édition de La Nuit Blanche en 2002, et puis à nouveau en 2005. À Lille, 2004, capitale européenne de la culture, comme programmatrice des arts vivants et du design. Et enfin à Nantes, comme curatrice des expositions du lieu unique à Nantes, et puis programmatrice des 2 premières éditions du projet Estuaire en 2007 et 2009, qui était un vaste projet de commande artistique dans l'espace public le long de l'estuaire de la Loire, de Nantes à Saint-Nazaire, avec une grande quantité de ces installations qui sont toujours visibles aujourd'hui si on va se promener le long de cet estuaire. Et puis ensuite, Virginie a progressivement glissé depuis 2011 de la programmation artistique et du commissariat vers la recherche en esthétique à travers la curation de données artistiques et culturelles. Et en 2014, elle a fondé le projet Atlas Museum, qu'elle pilote aujourd'hui encore et qu'elle va nous présenter ce soir. Elle en a fait l'objet d'études de sa thèse en esthétique et humanité numérique. Elle est soutenue à l'université Rennes 2 en 2017. Voilà, elle a également enseigné à l'École des Beaux-Arts de Nantes et a tout récemment rejoint les Beaux-Arts de Paris, où elle coordonne la filière fresque et art monumental, comme nous pouvons le voir autour d'elle ce soir, puisqu'elle se trouve à l'École des Beaux-Arts. Voilà, donc Virginie ce soir va nous présenter le projet Atlas Museum, qui est un outil d'inventaire et de cartographie sémantique et collaboratif des œuvres d'art public. Voilà, elle va nous expliquer pourquoi et comment tout de suite, et c'est évidemment ça nous a semblé très intéressant dans le cadre de cet atelier, notamment autour de l'art dans l'espace public qu'on mène avec les étudiants de troisième année. Voilà, donc nous sommes ravis d'accueillir Virginie et je te passe la parole tout de suite. Merci beaucoup Thomas, merci Olivier. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Donc, je suis in situ dans l'atelier fresque qui constitue en lui-même une sorte d'atlas. C'est un beau décor pour vous parler d'Atlas Museum. Donc, je vous propose, suite à la conférence de Thomas Delamarre la semaine dernière, non, c'était il y a 2 semaines. Deux semaines. Il y a 2 semaines, pardon. Là, on change de côté. On est du côté, Thomas était plutôt du côté de la création de ses œuvres. Moi, aujourd'hui, on va être du côté plutôt de la réception et de la médiation des œuvres d'art dans l'espace public. Donc, on quitte le land art et on rentre dans un champ très très large et assez flou qu'on appelle l'art public. Et donc, je vais vous faire une présentation en 3 parties. Une première partie qui va un peu contextualiser plutôt le projet de recherche, la problématique de recherche.
Ensuite, je vous montrerai une petite navigation sur le site Atlas Museum qui vous donnera quand même une idée de l'outil et des données qu'il contient. Après, on pourra discuter, donc échanger un petit peu sur aussi bien les questions théoriques que sur l'outil, si vous le souhaitez, avec Thomas et avec vous qui nous écoutez. Et puis ensuite, je rentrerai plus en détail dans le diaporama sur la constitution, le design en tant que tel du site, de l'outil, design de données, et design visuel des notices d'œuvres, donc qui sont des cartels numériques. Voilà. Donc je lance la première présentation. Alors le projet ça s'intitule Atlas Museum. Donc juste pour vous donner un peu l'idée du titre de ce projet, c'est un peu une référence d'une part à le célèbre projet d'Abby Warburg, historien d'art, qui s'appelle Atlas Mnemosyne, qui est un atlas pionnier justement de l'histoire de l'art, mais en l'appelant muséum pour justement avoir une dimension un peu comme un muséum d'histoire naturelle où on considérerait des œuvres d'art comme ça dans l'espace public, un peu comme des plantes qui auraient poussé à la surface terrestre et dont il faudrait faire l'inventaire. Donc l'adresse c'est celle-ci, vous pourrez la voir, y aller après cette présentation. Et donc comme Thomas vous l'a dit, il s'agit à l'origine d'un projet de recherche. Et comme tout projet en humanité numérique, donc esthétique et humanité numérique, c'est une recherche qui s'appuie sur un outil, sur un objet, un projet numérique, qui concerne donc le domaine de l'art public. Donc en fait, évidemment, dès que ce mot, c'est un mot très général, chacun, ça évoque à toute personne un souvenir, forcément, parce tout le monde a croisé une œuvre d'art dans sa vie, dans son quotidien, que ce soit dans les transports en commun, à l'université, dans les hôpitaux. C'est une forme très accessible, du moins physiquement, de l'art, étant donné que c'est un art donc, qui est en dehors des niveaux du musée. Donc là, par exemple, je vous ai mis quelques œuvres assez emblématiques. Donc, vous retrouvez la Spiral Jetty de Smithson qu'on a vue il y a 2 semaines avec Thomas. Donc des œuvres historiques et puis des œuvres en France. Vous voyez par exemple en haut à droite une œuvre de Tadashi Kawamata qui date de 2007, qui fait partie du projet Estuaire, donc le long de la Loire, une œuvre pérenne. Vous avez aussi une œuvre de Felice Varini, une peinture donc en anamorphose sur le port de Saint-Nazaire, le jeu de Ping à Saint-Brévin. Enfin voilà, ça c'est parmi les exemples d'œuvres, ou encore à Nishikawa à Chicago, ou les Space Invaders à Paris. Donc tout un tas de registres différents qui va du street art au graffiti, à l'art le plus officiel, comme la commande publique. Dont là, je vous montre un exemple bien connu qui est l'œuvre de Daniel Buren et de Plateau, qui est emblématique à plus d'un titre parce que elle a fait scandale à sa création, donc en 1986. Et puis après, il y a eu toutes ces questions de maintenance de l'œuvre, de procès, puisque Daniel Buren a fait un procès en évoquant son droit moral sur une œuvre qui se dégradait, qui a fini par être restaurée, qui fait maintenant partie du patrimoine culturel de Paris. Donc, on va faire, pour commencer, ce qui était d'ailleurs un préalable pour commencer la recherche autour d'un musée numérique de l'art public, c'est déjà essayer peut-être pas définir, car c'est difficile, mais en tout cas de s'intéresser à la notion d'espace public. Parce que selon qu'on est urbaniste, architecte, politique ou un simple habitant, c'est un mot qui est très polysémique et dont, par exemple, le terme au singulier n'a pas le même sens qu'au pluriel. Alors, il faut savoir que c'est un terme qui s'est largement répandu dans les années 60
à travers les travaux d'un philosophe sociologue allemand qui s'appelle Jürgen Habermas, qui est vraiment le philosophe de l'espace public. Et on distingue donc en fait à l'origine l'espace public, c'est pas un lieu physique, c'est la sphère publique dans le sens où c'est le lieu, peu importe la forme qu'il prend, où s'expriment les opinions publiques. Ça peut être un café, une université, une école. Et c'est progressivement, plutôt à travers le discours des urbanistes, des architectes, que c'est devenu un terme relié à une signification plus géographique. Le cadre théorique de la recherche, pour vous situer, donc, qui était une recherche en esthétique et humanité numérique, donc avec un ancrage théorique dans une discipline bien reconnue qui est l'esthétique, qui a du mal finalement à trouver sa place à côté de l'histoire de l'art, mais qui aujourd'hui est bien reconnue, et une transdiscipline qu'on appelle les humanités numériques, qui est plutôt une sorte de méthodologie de recherche, comme je vous le disais, où finalement les outils utilisés, les outils numériques, sont autant des moyens de faire la recherche que l'objet d'étude lui-même. Alors en termes théoriques, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des tournants. On parle du tournant spatial de l'art, le tournant spatial des sciences humaines, le tournant cartographique des sciences historiques en 2014, le tournant numérique de l'esthétique, le tournant design des humanités numériques. Enfin, tout ça pour vous dire que il y a une vraie mutation et hybridation de beaucoup de champs de recherche avec une grande importance apportée à toutes les questions spatiales. Et donc, il y a eu, c'est vrai, depuis l'émergence ce qu'on appelle le GeoWeb, c'est-à-dire la grande facilité d'utilisation d'outils de géomatique comme Google Maps encore, des outils plutôt d'experts qui sont devenus qui sont arrivés à la portée de tout le monde. Donc on en vient à parler d'une spatialité de l'expérience esthétique. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'on est du côté vraiment du spectateur, et de la façon dont il va recevoir des œuvres d'art dans l'espace public, et qu'il y a une sorte de mutation de l'expérience esthétique, avec non seulement une inflation, c'est un peu péjoratif, mais en tout cas un accroissement de la création contemporaine dans l'espace public depuis une vingtaine d'années. Depuis une vingtaine d'années, ça nous ramène à la première nuit blanche, par exemple, à Paris. Et c'est vrai que depuis 20 ans, à l'échelle nationale comme internationale, il y a quand même beaucoup de productions d'œuvres d'art dans l'espace public, d'œuvres contemporaines, alors que il y a encore pas si longtemps, ce type d'art était assez décrié comme un art de commande. C'est l'héritage un peu du 19e siècle, avec toutes ces statues, la statuaire très stéréotypée, où on faisait des sculptures en hommage aux grands hommes, etc. Alors moi, une des hypothèses que j'ai travaillées dans ma recherche en thèse, c'était justement que ce problème de légitimité, ou en tout cas de connaissance et de reconnaissance de l'art dans l'espace public, c'était pas seulement du fait que les historiens de l'art s'intéressaient pas beaucoup à l'art dans l'espace public à cause de ces raisons là, de l'art officiel, mais que c'était aussi parce que c'était des œuvres sans musée. Et donc des œuvres sans musée, il n'y a pas évidemment tout l'accompagnement autour d'une œuvre qui rentre dans un musée, d'inventaire, de documentation. Elles sont un peu livrées à elles-mêmes dans l'espace naturel, l'espace urbain. Souvent, elles subissent un peu les assauts de la météo ou des graffitis, et donc elles ont souffert de ce manque de muséographie. Donc, comme on l'a vu aussi avec Thomas, donc il y a aussi la question du langage, comment on peut qualifier, nommer ces œuvres-là, avec justement un terme qui est très générique, qui en anglais, donc on dit public art, qui est très neutre. En fait, les anglophones beaucoup moins de problèmes avec ce terme. Et en français, ce terme d'art public, comme le dit Daniel Buren
dans son essai de 2014, je pense, il évoque lui justement une sorte de réputation de fille publique. Et il se pose la question, à force de descendre dans la rue, l'art peut-il enfin y monter? Il se questionne justement, je le cite, dans son essai de 2004, pourquoi lorsqu'il s'agit d'œuvres à l'air libre, ou plus exactement la rue, dans l'espace urbain, le mot art s'accompagne-t-il de l'adjectif public? Que sous-entend donc cette association? Par exemple, voudrait-elle induire à contrario que l'art exposé dans les musées n'est pas public, n'a pas besoin du regard de ce dernier, ou alors qu'il s'en moque? Ou bien encore, l'art dans le musée serait-il si peu public qu'il y aurait quelque incongruité à utiliser ce mot? Donc le land art, l'art in situ ou le earthworks, on l'a vu, c'est ce terme qui est employé principalement aux États-Unis dans les années 60 pour disqualifier cette dimension représentationnelle des objets d'art et en même temps se dresser un peu contre la prétention des institutions à être le lieu central de la représentation de l'art. En ciblant l'objet et en privilégiant le lieu qui prend un peu la place de l'objet d'art. Là, je cite Gilles Tiberghien, philosophe que Thomas a également cité il y a 2 semaines. Donc la question de recherche à l'origine du projet Atlas Museum, c'est comment inventorier, documenter, contextualiser les œuvres d'art dans l'espace public dans toute leur hétérogénéité, c'est-à-dire en prenant en compte les œuvres qui soient en même temps totalement sauvages, comme le street art, le graffiti, ou même des performances, des œuvres éphémères, et des œuvres très très officielles, comme des commandes publiques, ou le 1% artistique, qui est cette forme de commande publique associée à l'architecture, ou encore les nouveaux commanditaires que Thomas évoquait tout à l'heure, et qui est un programme qui, malheureusement, est en grande difficulté en ce moment, mais qui, j'espère, va perdurer. Donc, comment penser et concevoir une instance muséale pour des œuvres d'art créées et exposées précisément en dehors des murs du musée? Donc, l'idée, c'était de partir de ce constat. Alors, c'est pas d'essayer de créer un musée numérique et de tomber un peu dans l'écueil du musée virtuel des années 80, mais essayer de réfléchir justement, est-ce qu'une carte peut devenir un outil d'inventaire et un atlas une forme de musée immatériel. Donc le contexte, mais je vais passer un peu vite sur le contexte muséal, où on est dans un contexte où les musées ont du mal à se situer par rapport au numérique, surtout dans les années 2000-2010. Aujourd'hui, c'est le saut numérique, par exemple au musée du Louvre ou encore le Centre Pompidou. Ils ont fait leur mue numérique et ils arrivent aujourd'hui à mettre en ligne des collections selon des formats de données qui sont sophistiqués, interopérables. Mais il faut savoir qu'il y a eu une vraie crise muséale dans les années 2010 avec l'expansion des réseaux sociaux notamment, qui a complètement remis en question le rapport entre le musée et les publics et des nouvelles attentes des publics, notamment vis-à-vis des œuvres numérisées pour pouvoir accéder à des versions en haute définition, créer des collections en ligne personnelles, faire de la curation, enfin voilà, ça a été je pense que les musées ne sont pas sortis encore de cette crise. Ils ont du mal un peu comme la presse par exemple avec le numérique, à intégrer toutes ces dimensions numériques, mais je dirais qu'en 2022, on est déjà passé une autre étape. Ils ont été de plus très bousculés donc vers des modèles de musées numériques privés comme le Google Art Project, qui s'appelle aujourd'hui Google Art and Culture, où il fallait justement trouver des nouveaux types de partenariats avec des acteurs comme ça, sans vendre son âme. Ce qui des musées français ont eu parfois du mal à se positionner. Donc,
avant de passer à la navigation sur le site, donc je vous présente donc les principaux enjeux du projet Atlas Museum. Il réside toujours, enfin, au moment de la création et encore maintenant, à la contribution, à la connaissance, à la documentation critique et à une forme de mise en histoire de l'art dans l'espace public. Donc, pouvoir avoir des documents accessibles pour pouvoir faire de l'histoire de l'art. Un deuxième enjeu, c'est la contribution au débat actuel sur l'ouverture des données artistiques et culturelles dans l'environnement du web sémantique. C'est le web tel qu'il se constitue aujourd'hui, et dans le contexte de la numérisation des musées et des collections. Et puis le troisième enjeu, alors au niveau plus du projet, c'est la conduite d'une recherche en esthétique et en humanité numérique à travers la conception et le développement d'outils spécifiques à la recherche, mais qu'on espère évidemment génériques et qui peuvent justement dépasser un peu le cadre d'une simple thèse. Donc voilà, donc la question c'était, et c'est toujours, est-ce que la cartographie contributive peut devenir un outil d'inventaire scientifique et pertinent et continu pour les œuvres et leurs sites? Et donc là, il faut savoir comment définir, délimiter l'objet d'étude, parce que évidemment c'est un objet infini, parce qu'on s'arrête. On s'arrête où? Est-ce qu'on fait un inventaire français, international? Alors, c'est ça le choix qui a été fait, le choix technique de créer cette cartographie, cet inventaire en utilisant un site wiki. Eh bien, c'est justement de faire un non-choix et de dire ben, l'inventaire n'est jamais terminé et il sera en plus décentralisé puisqu'il est en partie délégué à des contributeurs. La deuxième question, donc, c'est cette question de l'ouverture des données, alors, en particulier pour ce qu'on appelle le patrimoine contemporain, parce que ces œuvres, c'est une forme de patrimoine en train de se constituer. Et donc, en termes de droit, en tout cas en France, la diffusion de ces images est problématique, puisque quand on parle de patrimoine ancien, à partir du moment où l'auteur d'une œuvre est mort depuis plus de 70 ans, eh bien l'image de l'œuvre, la reproduction de l'œuvre et la représentation de l'œuvre monte dans le domaine public, on peut dire. Mais tout ce qui est contemporain, donc il y a évidemment une vraie question juridique sur la façon de pouvoir montrer ces œuvres en ligne sans payer des droits vraiment rédhibitoires pour des projets Internet. Donc ça, on pourra en parler plus tard. Il y a des solutions juridiques au niveau du projet Atlas Museum, mais qui ne sont pas forcément applicables à d'autres projets. Et puis le troisième axe, c'était, et ça l'est toujours aujourd'hui, c'est développer des expérimentations de visualisation de données en histoire de l'art public. Et donc, il a fallu penser en amont, dès le début de la conception du projet, à savoir le format des données, de choisir donc un format sémantique pour permettre justement une meilleure visibilité de ces données sur le web et de pouvoir générer des visualisations riches. Et donc voilà, donc c'est le concept du projet, c'est autour ce que j'appelle un musée réticulaire, donc qui est un musée en réseau constitué de données. Un musée, on pourrait dire même un musée de notices d'œuvres, puisque les œuvres sont dans le public, et le musée en tant que tel est un musée de données sur les œuvres. Voilà, là c'est la page d'accueil. Donc ça c'est une vidéo de navigation que j'ai faite qui date un petit peu, mais il n'y a pas de gros changements à part le nombre d'œuvres. Donc vous voyez, c'est une interface, c'est un logiciel, la base logicielle c'est MediaWiki, agrémenté d'une extension qui s'appelle Semantic MediaWiki. Donc c'est un logiciel libre qui est le même logiciel, c'est le logiciel qui structure l'encyclopédie Wikipédia. Donc c'est un logiciel que tout le monde peut utiliser pour créer une base de données contributive.
qui a l'avantage d'être... il y a une grande communauté de développeurs qui travaillent dessus. Donc, elle est très éprouvée, régulièrement améliorée, très documentée et très robuste en termes de contribution. Donc, voilà. Une des philosophies du projet, c'est de ne pas réinventer la roue et d'utiliser des outils logiciels qui sont des open source, libres, qui peuvent être utilisés par d'autres personnes également. Donc là, vous voyez que la page d'accueil est en 3 parties. Là, il y a la carte. Aujourd'hui, il y a un peu plus d'œuvres que ça, il y en a à peu près 10 000, avec des œuvres qui sont celle-ci, par exemple, qui est affichée, mais qui est dans Wikidata, qui est la base de données de Wikipédia. Et donc, c'est des données qui ne sont pas dans le site Atlas Museum, mais qui sont affichées et qui peuvent être importées dans le site. Donc, il y a un flux de données entre Wikidata et Atlas Museum. Et à l'inverse, là, on voit les contributions. Donc, c'est comme dans Wikipédia, vous pouvez suivre, vous créez un compte et vous pouvez retrouver à la virgule près toutes les contributions que vous avez faites sur ce site. Donc là, on est à un deuxième niveau. On fait comme une sorte de zoom. On n'est plus au niveau de la carte générale, on est au niveau de la collection. Donc, là, on trouve un peu les mêmes hiérarchies que dans un musée. On rentre là dans une collection qui est dédiée à la commande publique, où là, le travail a été fait avec le CNAP, le Centre national des arts plastiques, et la DGCA du ministère de la Culture, de la Direction générale, pour importer des données sur les commandes publiques qui sont mises en forme sous la forme de notices, donc ce que j'appelle des cartels numériques, qui sont des pages. Donc là, on est au 3e niveau de zoom, on est sur une seule œuvre, on est passé de la collection à une œuvre. Et ce cartel numérique, ou cette notice d'œuvre numérique, vous voyez qu'elle est elle-même réticulaire, dans le sens où, grâce à la sémantisation des données, on peut faire des galeries d'images avec des liens vers des sources externes. Là, ce sont des œuvres proches, donc qui sont dans une proximité géographique, ou des sites qui sont proches. Et là, par exemple, c'est connecté à Wikidata qui va... Moi, je n'ai pas rentré justement des sites architecturaux, mais je vais chercher des sites pour pouvoir les afficher autour de l'œuvre sur cette notice. Là, il y a une petite biographie de l'artiste, parce que le parti pris de la notice d'œuvre de Atlas Museum, c'est de toujours donner accès à des informations sur l'œuvre en tant que telle, des descriptions de l'œuvre, sur le site et sur l'artiste. Donc, c'est une notice d'œuvre qui est toujours en 3 parties. Ce qui est un peu différent des musées, où par exemple les cartels en général dans les musées, c'est plutôt un cartel un peu technique sur l'œuvre. Mais là, forcément, on est obligé de contextualiser l'œuvre, puisque le site est en général aussi important que l'œuvre pour comprendre la démarche de l'artiste. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est quand on passe en mode contribution, où, contrairement à Wikipédia, c'est que là, on a créé un formulaire de saisie pour justement pouvoir normaliser un peu le terme et le vocabulaire employé. C'est un peu une étape nécessaire pour faire justement avoir un vocabulaire scientifique, en utilisant par exemple le vocabulaire qui est utilisé par les musées, enfin avoir un vocabulaire commun. Pareil pour les sites, utiliser exactement les mêmes termes que dans Wikidata, pour que par exemple si on parle d'une ville, elle soit écrite de la même façon et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté entre, je pense, ça permet après justement de faire des visualisations de données avec moins d'erreurs. Et là, c'est la dernière partie avec des photos où l'utilisateur ou l'artiste lui-même ou l'institution partenaire peut contribuer en images. Donc là, on revient donc à cette notice. Là, en cherchant les propriétés, vous voyez toutes les données qui ont été sémantisées, sur lesquelles vous pouvez
faire des liens. Donc là, par exemple, c'est sur la forme fontaine. On a cliqué parce que donc les données ont été encodées de cette façon-là en disant que cette œuvre dont le titre est un tel a pour forme fontaine. Donc, voilà. Ça pour vous dire que c'est différent d'un mot-clé. Un mot-clé, c'est juste un mot qui est associé à un autre mot, mais il n'y a pas de relation sémantique. C'est-à-dire que si vous mettez, par exemple, là, le titre Did I Miss Something, on ne sait pas que c'est un titre. Vous pouvez associer un mot-clé fontaine, mais on ne saura pas que c'est une sculpture, par exemple. Là, ce que vous voyez, c'est une façon d'exporter les données d'Atlas Museum vers Wikidata. C'est ce que je vous expliquais. Ce flux de données, c'est un peu un principe de l'open data, c'est de laisser le maximum d'ouverture des données. Donc, je mets les images à part, hein, comme vous l'avez compris, les images d'art contemporain, c'est un cas à part en termes de permettre à d'autres chercheurs ou n'importe qui de pouvoir réutiliser les données. Et nous, en tout cas pour Atlas Museum, de pouvoir aussi utiliser, importer des données en provenance d'autres sources. Alors nous, notre source principale, c'est Wikidata. Alors là, par exemple, j'ai cliqué sur une œuvre qui est donc virtuellement présente dans Atlas Museum, et elle est en bleu pour indiquer que cette notice, elle n'existe pas. Là, ce sont des données qui sont rapatriées de Wikidata. Mais si par exemple on a envie on se dit cette œuvre a tout son sens dans la base de données Atlas Museum, on peut l'importer. Il suffit on a essayé de rendre la manipulation très simple pour s'adresser. Alors ça c'est une critique qu'on peut faire au projet, c'est qu'on est un peu entre deux, un projet qui est quand même un projet de recherche, avec une envie de rejoindre un public plus large, mais qui reste quand même un petit peu compliqué à manipuler, et donc qui est comme une sorte d'étape. C'est une base de données avec un effort de design pour pouvoir naviguer, exploiter les ressources, mais qui n'est pas un outil grand public pour l'instant, qui pourrait être utilisé par quelqu'un d'autre pour développer une application. Là, vous voyez une expérimentation de data visualisation avec Wikidata, où on part d'une œuvre qui s'appelle Serpentine Rouge, qui est une œuvre en bord de Loire. Et là, on visualise un peu tous les liens sémantiques qui sont faits, donc avec, par exemple, David Ammons, qui est un autre artiste, qui a une influence de J.B. Durham, qui le cite très souvent comme une de ses influences. On voit par cette propriété, ça fait Inspired by, qui est une façon de sémantiser les données, de pouvoir justement relier des influences, des matériaux, des couleurs, etc. Et là, on arrive, je pense, au bout de la vidéo, c'est la partie Atlas du site, où c'est une façon de naviguer dans le corpus. Comme il y a 10 000 œuvres maintenant dans cette œuvre, et puis vous ne savez pas vraiment ce que vous cherchez, l'idée c'est aussi de permettre un peu de sérendipité, c'est de naviguer un peu d'image en image. Alors voilà pour cette navigation sur Atlas Museum. Merci beaucoup pour cette présentation. La première chose déjà que je me demandais du coup, parce qu'au début tu as beaucoup parlé justement de la définition d'abord de ce que c'est que l'espace public, ensuite les différentes définitions de l'art public, et du coup je voulais bien qu'on reprécisait ce que toi, du coup, pour Atlas Museum, tu avais finalement pris comme option de définition, ou plutôt de domaine, tu l'as un petit peu évoqué, mais de domaine, c'est-à-dire en termes d'époque, est-ce qu'on prend les œuvres de toutes les époques, parce que l'art public n'est pas que moderne et contemporain, évidemment. Est-ce que les œuvres, comment je pourrais dire, avec fonction sociale, c'est-à-dire par exemple les monuments aux morts, est-ce que des œuvres qui ont des fonctions bien précises peuvent faire partie de ce répertoire? La question des œuvres en extérieur ou en intérieur, parce qu'on pense quand on dit espace public, on pense souvent œuvres en extérieur, mais en fait il y a aussi des œuvres d'art public en intérieur. Voilà un peu comment tu as défini du coup toi le périmètre du musée Atlas. Alors oui, effectivement, c'était un moment un peu de vertige du début du projet,
parce qu'évidemment, il y avait plusieurs problématiques. C'était déjà la pertinence de l'outil en tant que tel, la faisabilité pour un outil numérique, et puis convaincre les partenaires qui étaient à l'origine du projet, le ministère de la Culture, qui voyait son intérêt, c'est-à-dire de traiter des œuvres de 1% commande publique, et qui s'intéressait pas tellement au street art, et même qui disait pourquoi mélanger tout ça, est-ce qu'on a intérêt à le faire? Et moi, je me suis effectivement posé la question. Et après, justement, donc, comme tu le dis, l'art dans l'espace public, moi, je m'en suis tenue finalement à une définition qui est très floue et très vague, mais volontairement. C'est toutes les œuvres qui sont d'accès public. Donc, ça peut être à l'intérieur, mais où il n'y a pas de billetterie, en fait. Donc, ça peut être, donc c'est de l'art in situ, intérieur ou extérieur, d'accès public. Après, pour la recherche en tant que telle, il fallait avoir un corpus un peu scientifique, donc le circonscrire. Donc, c'était les œuvres du 1%, de 1950 à peu près, donc de la loi de Malraux sur le 1%, jusqu'à 2017, ce que j'ai soutenu en 2017. Donc, c'est là-dessus que j'ai fait des visualisations que je vais vous montrer juste après, où j'ai pu justement faire un peu des comparaisons entre les commandes publiques et les 1%. Oui, d'accord. D'accord. Et puis, peut-être une autre chose aussi que je voulais repréciser, parce que effectivement, tu as mentionné d'autres, disons, démarches de numérisation d'œuvres. Tu nous as expliqué que les musées, notamment, s'y sont mis, sont emparés un peu de l'outil. Et puis, évidemment, il y a le grand projet du Google Art Project, mais a priori, on sent quand même que le Atlas Museum se situe quand même un peu ailleurs que ces projets-là. Hein. D'abord, c'est un projet de recherche, tu l'as expliqué, de recherche en histoire de l'art. Et puis aussi, il vient pas, je dirais, remplacer l'expérience de l'œuvre elle-même, ce dont on a un peu l'impression avec le Google Art Project, où il y avait un peu l'idée de profiter des trésors du monde entier, bien calés dans votre canapé, quoi. Et Atlas Museum, c'est autre chose, puisque de toute façon, évidemment, on ne peut pas remplacer l'expérience de l'art dans l'espace public devant un écran. Donc, il y a vraiment une vraie différence entre ces projets-là et Atlas Museum. Tout à fait, oui, oui, non, c'est absolument, c'est sans commune mesure. Ouais, c'est vrai que c'est même presque un prototype. C'est une sorte de prototype qui est à la vue de tous, mais c'était vraiment une façon de réfléchir sur cette idée et c'est même pas un outil de visite en fait, donc parce que justement c'est pas assez précis. La géolocalisation des œuvres, elle permet pas, enfin, pour certaines oui, mais je n'irais pas conseiller aux gens de l'utiliser comme un outil de visite. Ils risqueraient d'être perdus assez rapidement, parce que la géolocalisation est pas assez précise aujourd'hui pour pouvoir mais effectivement, Google Art Project, on peut dire qu'ils ont été quand même visionnaires sur beaucoup de points. Bon, après, pendant la pandémie, ça a été encore amplifié. Et ils ont vraiment travaillé sur l'expérience utilisateur. Ce que les musées, pour eux, c'est une notion qui est difficile à assimiler, en fait. Donc, c'est pour ça que, à cause des problèmes de droit aussi, parce que justement, faire de la très haute définition, ça veut dire permettre aux gens de télécharger des images. C'est très compliqué juridiquement. Non, Atlas Museum, c'est évidemment sans commune mesure. C'est vraiment une espèce de, c'est ce qu'on peut dire. Il y a une designer, une théoricienne du design qui s'appelle Sherry Turkle, qui dit c'est un object to think with. C'est vraiment un objet pour réfléchir à la question, en fait. Ouais. Moi, j'avais deux questions. La première, c'est en concernant les liens sémantiques. Est-ce que c'est automatisé ou est-ce que c'est un travail avec Et en quelqu'un? fait, oui, alors en fait, c'est que le formulaire de saisie, il permet de, comme justement tout le vocabulaire est contrôlé, enfin il y a quelques champs libres, et en fait tout est encodé derrière pour être sémantisé. C'est pour
ça qu'après, vous pouvez accéder à certains champs et cliquer sur certains champs et voir le lien. Donc il faut modéliser les données, après l'encoder dans le formulaire. Donc toute personne qui rentre une œuvre dans Atlas Medium, et donc toutes les données, enfin les données qu'on a nous ciblées, elles seront sémantisées. D'accord. Donc après, une fois qu'on accède à l'œuvre, les œuvres qui sont considérées comme en lien, c'est automatique qui Oui. apparaissent. Voilà. Et la deuxième question, c'était... C'est assez rudimentaire, hein, parce que justement les liens sémantiques sur Atlas Medium, c'est que des liens à proximité. Vous voyez les galeries d'images que j'ai montrées, c'est qu'on peut juste, on pourrait faire des choses beaucoup plus sophistiquées. Là, il y a juste la possibilité de voir les autres œuvres qui sont dans un rayon géographique proche. Mais il y a des requêtes, on pourrait faire des requêtes beaucoup plus compliquées. Par exemple, sur Wikidata, vous pouvez faire des requêtes sur chercher tous les drapeaux du monde sur lequel il y a un soleil et telle couleur. Enfin, pour de requêtes comme ça, les requêtes les plus folles. Et l'autre question, ça concerne donc cette dimension numérique, c'est est-ce que est-ce qu'un site est suffisant ou est-ce qu'il y a prévu ou programmé je sais pas, des liens avec les réseaux sociaux, je sais pas, des billets sur l'actualité de la mise à jour du site ou la mise en avant de telle ou telle œuvre, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est un peu plus interactif ou un peu plus dans les logiques contemporaines de publication, comme ça, avec un rythme, une actualisation, une alerte, une interpellation? Oui, un projet d'éditorialisation. Plus, oui, oui. En fait, c'est pour ça que c'est vraiment c'est une base de données cartographique. Et alors, par exemple, un des usages, mais l'usage grand public, justement, il serait à développer par quelqu'un qui voudrait. C'est un autre projet, c'est un projet en soi d'éditorialisation des données, qui est un projet de design et de création de contenu. Ça, moi, c'est passionnant. Moi, je rêverais de pouvoir faire ça, mais il faut monter un autre projet, trouver des financements, etc. Mais je dirais que un outil comme ça, il faut qu'il soit pensé, comme beaucoup d'outils numériques pour les musées, ils sont pensés pour avant la visite, pendant la visite et après la visite. Donc, il y a en plus toute cette scénarisation de la visite, les différents temps de la visite, avec les réseaux sociaux en amont et après, pendant la visite, peut-être un peu moins. Mais... Et donc, en parlant toujours d'éditorialisation, il y a quelqu'un qui vient lisser les notices, qui vient corriger les textes, qui vient expertiser un petit peu les contenus une fois qu'ils ont été publiés par tel ou tel? Alors, ça dépend en fait. Souvent, c'est que, par exemple, quand on travaille, on rentre une collection entière, une collection entre guillemets, par exemple, je pense au Vent des Forêts dans la Meuse, qui est un événement d'art contemporain dans la forêt de la Meuse, qui existe, enfin, à l'initiative de plusieurs villages qui ont eux-mêmes fait des commandes à des artistes, et puis ça s'est un peu professionnalisé au fil des années. Et c'est eux ils ont pris la main, c'est eux qui ont importé les données, donc il y a un petit calage à faire ensemble pour faire des imports un peu en masse, parce que quand c'est une collection de plusieurs centaines d'œuvres, on fait pas ça à la main, œuvre par œuvre, mais c'est un import. Et après, ils s'en sont servis dans leurs outils de médiation qu'ils ont développés eux-mêmes. Et puis là, tout récemment, j'ai collaboré avec l'APUR, qui est l'agence parisienne d'urbanisme, qui est en train de faire un atlas du Grand Paris, qui m'a demandé je leur ai faire moissonner la base de données, donc récolter toutes les données pour pouvoir intégrer toutes les commandes publiques en région parisienne sur leur atlas où il y a tous les lieux culturels. Donc, ils n'utilisent pas le site en tant que tel, mais ils utilisent les données et le fait qu'elles soient sémantisées est très pratique parce qu'ils peuvent les réutiliser telles quelles. Donc là, c'est exactement ce dont je vous parlais, mais là, je l'ai un peu schématisé. Donc, par exemple, un projet avec un partenaire, donc là, le ministère de la Culture, par exemple, qui a
qui a publié 2 livres, L'art à ciel ouvert et vous voyez en haut à gauche de l'écran, ils ont fait tout un travail un peu de curation sous forme imprimée. Moi, j'ai récupéré soit des fichiers Excel, soit des livres qu'il fallait datafier, c'est-à-dire extraire, créer les données à partir des livres, les mettre donc dans la base de données, pour les cartographier, les mettre en collection et en atlas d'images, et ensuite donc générer des visualisations que je vais vous montrer après, et des atlas sémantiques. Alors ça, c'est un peu un projet justement un peu d'histoire de l'art que je vais vous montrer. On l'a vu là, ça c'est la page d'accueil avec les 3 niveaux différents, le niveau de la cartographie générale, des collections et des œuvres. Et donc pour favoriser une appréhension des œuvres à travers une démarche documentaire. Donc ça, c'est une forme de visualisation, ça c'est une maquette par exemple. C'est ce qu'on pourrait faire, ça c'est une œuvre qui a fait un peu polémique en bord de Loire quand elle a été créée, d'un artiste qui s'appelle Jimmy Durham, un artiste américain, qui a installé une sorte de léviathan industriel devant une usine de propulsion nucléaire en bord de Loire. Et voilà, c'était une façon un peu de faire de la médiation pour essayer de montrer la démarche de l'artiste. Donc par exemple, en haut à gauche, vous avez d'autres œuvres de l'artiste dans l'espace public qui utilisent, on voit que l'utilisation des tuyaux est récurrente, qu'il y a une façon un peu de mettre en scène, d'utiliser ces origines amérindiennes qui ont été contestées d'ailleurs d'un art comme ça, un peu de bricolage, des références en histoire de l'art aussi bien à Magritte ou au Laocoon, enfin voilà, une forme d'atlas d'histoire de l'art autour d'une œuvre qui peut servir de support de médiation, par exemple, qui pourrait se faire justement grâce à des données sémantiques. Là, c'est pour montrer une visualisation de ce que c'est que le web sémantique. Ça, c'est un data vis assez classique que vous avez peut-être déjà vu, qui est généré à partir des champs influence à influencer ou influencé par de Wikipédia, et c'est tous les articles de Wikipédia sur les philosophes, et qui crée un réseau de citations. Donc on voit plus le point est gros, plus ils ont été cités par d'autres philosophes. Et la couleur des points, c'est l'époque, en fait, la datation. Donc c'est pour donner un peu juste un classique un peu de DataVis que vous. Ça, je vais passer assez vite. C'était pour dire que les relations entre art et carte et de visualisation, c'est très ancien, et que les artistes sont toujours saisis de ces rapports entre justement des données un peu historiques et des façons de les représenter. Là, c'est un exemple un peu emblématique d'un artiste conceptuel qui s'appelle Alighiero Boetti, qui faisait tresser des tapis, enfin des tapisseries par des artisans afghans à différentes périodes, enfin différentes années. Donc c'est les délégués, en fait, c'est les artisans qui choisissaient eux-mêmes les couleurs. Et puis à chaque conflit, en fait, ça change, la carte change. Ça, c'est l'Atlas Mémosine, donc d'Adi Warburg, 1927-1929. Donc c'est une différence très mobilisée aujourd'hui, mais très pionnière, donc avec des reproductions d'œuvres en noir et blanc et une forme de mise en espace des reproductions pour créer une sorte de culture visuelle, de sens un peu surprenant autour de toutes ces images, qui ne sont pas toutes des œuvres d'art d'ailleurs. Mmh. Et puis donc le site, les trois étapes du site wiki. Donc je passe rapidement parce qu'on l'a vu tout à l'heure. Donc la composition. Donc là vous voyez un peu comment la notice a été pensée, avec cette confrontation toujours entre une image de l'œuvre et une carte, les 3 cartels œuvre, site, artiste, et la partie plus atlas d'images en bas, et les informations sémantiques tout en bas.
on l'a vu tout à l'heure, ça c'est des informations sémantiques. Il y a une version mobile qui existe du site, qui était une app donc disponible dans le Play Store, qui est devenue une web app en 2022, parce que très compliqué justement quand on a un projet de recherche de maintenir des versions à jour, etc. Donc la web app, elle a le mérite de fonctionner comme un site web, mais en version mobile. Donc elle a été un peu redesignée puis simplifiée pour au moins fonctionner dans la durée. La licence, le droit d'auteur, donc les données, elles sont sous licence libre. C'est une licence Creative Commons 4.0. On pourrait aller plus loin. Il y a des licences domaine public qui sont encore plus ouvertes. Mais moi, j'ai choisi cette licence-là en concertation aussi avec les partenaires comme le ministère de la Culture, qui permet une large réutilisation des données. Et les images en revanche ne peuvent pas être utilisées en dehors de l'Atlas Museum. Donc les flux des données, donc on en a parlé entre donc par exemple Atlas Museum, Wikidata qui va nourrir Wikipédia, qui peut alimenter Atlas Museum, et Atlas Museum qui peut être utilisé par exemple Canopé, qui est le projet pédagogique du ministère de l'Éducation. Je pense que ça va être un peu court. Ça, c'était juste pour vous donner vraiment les briques de base du web sémantique. C'est des ressources qui sont des relations qui sont exprimées dans ce format RDF. Ça, si ça vous intéresse, il faut creuser. Enfin, si vous voulez créer des bases de données sémantiques, c'est le format élémentaire. Donc un sujet prédicat objet, c'est-à-dire que vous décrivez par exemple Paris, qui est situé en France. Le sujet, c'est Paris. Le prédicat, c'est le verbe, on va dire, et l'objet, c'est basé sur le langage Sparkle, qui est donc un langage de requête qui permet d'exploiter des données sémantiques, avec donc un vocabulaire qui doit être bien défini, qui s'appelle un thésaurus, selon votre domaine d'application. Donc dans les musées, il y a des thésaurus qui sont très connus, qu'il faut utiliser pour avoir le bon vocabulaire. Et puis ensuite, il faut bien classer ces données selon une certaine hiérarchie. Par exemple, la sculpture, ça fait partie des arts plastiques. Donc, la catégorie la plus générale, c'est arts plastiques. Et là, vous pouvez créer l'ontologie qui est la grammaire, la façon dont vous allez pouvoir écrire tous les liens qu'il y a entre vos données, comme dans Wikidata. Et voilà. Et la grammaire, l'ontologie qui est une des plus qui s'impose et qui est le fruit d'un long travail de réflexion dans le monde du musée, ça s'appelle le CIDOC CRM. Et c'est une ontologie qui est très flexible et très riche et très intéressante, que je vous invite à parcourir, en tout cas pour des projets de mise en ligne, de base de données, de projets numériques concernant l'art ou les musées plus généralement. Là, ça vous donne juste une vue en fait du modèle, où on peut justement décrire justement à travers ce modèle cette ontologie, ce modèle de données, plein d'aspects d'une œuvre, comme justement les multiples ou la fabrication d'un plâtre avant la réalisation de la sculpture finale. Enfin, voilà, c'est une façon de décrire la vie d'une œuvre de façon très très complète. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là. J'ai fait un petit peu de technique, mais pas trop. J'espère que je vous ai pas perdu. Ouais, je voulais revenir un petit peu sur cette idée du web sémantique en m'appuyant sur ce que tu avais présenté comme une maquette. Tu en as parlé comme d'un support de médiation autour d'une œuvre, ce qui intéresse en plus, je pense particulièrement les étudiants là, de l'atelier de didactique visuelle.
Je me demandais, donc en prenant l'exemple de l'œuvre de Jimmy Durham, du coup cette maquette, elle composait comme ça, comme une constellation un peu qui enrichissait la compréhension de l'œuvre, notamment avec des références liées à d'autres œuvres. Comment ça se passe concrètement en termes de codage avec les données et les métadonnées de l'œuvre au moment où tu rentres la fiche? Comment est-ce que tu crées justement tous ces liens en fait? C'est toi en fait la contributrice qui décide, voilà, qui dit voilà, Jimmy Durham il est lié à telle œuvre, à telle démarche d'artiste. Ben alors là, en fait, c'est une maquette. Là, justement, cet atlas là autour de cette œuvre Serpentine rouge, moi je l'ai fait à la main parce que ça n'existe pas techniquement. Elle ne s'est pas implémentée dans le site aujourd'hui. Ouais, Aujourd'hui, le site, les liens et la partie atlas d'images qui est en bas de notice d'œuvre, elle est très rudimentaire parce qu'elle va juste envoyer vers d'autres œuvres qui sont à proximité. Donc, on pourrait changer pour, par exemple, d'autres œuvres qui sont faites dans les mêmes matériaux ou alors il y a les autres œuvres du même artiste. Donc ça, c'est déjà plus intéressant en termes de médiation parce que ça aide toujours à comprendre une œuvre dans l'espace public. Quand un artiste, en général, en a fait plusieurs, elle s'éclaire souvent les unes les autres. Ça, moi, je l'ai marqué en termes de médiation dans l'art public, c'est toujours très... Mais non, cet atlas dont je rêve, là, cet atlas sémantique beaucoup plus sophistiqué avec des références qui irait chercher, et ça irait puiser dans des bases de données. Ça pourrait être Gallica à la BNF, de Louvre pour d'autres œuvres. Donc c'est là où on atteint cette dimension réticulaire du musée. Ça serait vraiment, c'est une forme d'espace interstitiel entre les musées, puisque ça vient chercher des données, des images. Et après, il y aurait une interface qui afficherait. Alors là, c'est là où intervient la curation, le curateur. C'est que ce design de médiation, il est pensé par quelqu'un qui va dire, OK, on va aller chercher ce type de... Mais après, c'est une sorte d'algorithme. C'est un algorithme curatorial qu'il faudrait coder, quoi. Mais ça, j'en suis pas là. Hélas, j'espère un jour pouvoir le faire, mais c'est un projet complexe, ouais. Et comment c'est perçu par les historiens de l'art? Parce que pour travailler avec différents historiens, il me semble que c'est à la fois leur culture et leur plaisir que de faire ces liens. Donc si tout à coup ils découvrent un outil qui automatise la mise en rapport, est-ce que c'est bien perçu ou est-ce que c'est rejeté? Alors, en fait, c'est que c'est pas ça peut automatiser. C'est que déjà c'est un algorithme qui est conçu par un historien. Donc c'est peut-être une façon aujourd'hui de faire de l'histoire de l'art. C'est aussi d'utiliser des algorithmes qui vont faire remonter des choses qui dépassent l'historien lui-même. Et alors, justement, c'est une façon de contrer des algorithmes qui sont déjà tout faits et qu'on utilise tous les jours, hein, puisque tout ce qui arrive sur votre écran, c'est des algorithmes qui vont faire remonter des informations. Et la page du journal Le Monde que vous lisez, c'est pas la même que celle de votre voisin parce qu'elle va être créée pour vous, selon vos navigations précédentes, etc. Et l'autre... Mais les historiens, c'est vrai qu'ils ont... il y a beaucoup de... Moi, je trouve même depuis que j'ai terminé la thèse, donc en 2017, en fait, tout ce côté quantitatif, en général, ne plaît pas beaucoup aux sciences humaines, à part la sociologie. Et en histoire de l'art, on est sur du qualitatif. Donc faire du big data en histoire de l'art, c'est vrai que c'était un peu un gros mot, mais ça l'est de moins en moins, en fait, comme pour les historiens. Parce que, en fait, l'idée, c'est de faire une sorte de lecture à distance de grandes masses de données, comme le font les historiens. Et ça n'empêche pas du tout de faire des lectures rapprochées, donc vraiment faire de l'histoire de l'art rapprochée, de rentrer dans la génétique de l'œuvre. C'est au contraire des espèces d'échelles différentes qui viennent se compléter. Et bon, après, c'est vrai que c'est des nouveaux outils que les historiens doivent s'approprier. Enfin, c'est une nouvelle boîte à outils pour les historiens de l'art ou les historiens en général qui ne sont pas simples. Là, Ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que c'est l'histoire de l'art qui se fait aussi beaucoup au niveau des collections, parce que la manière dont tu as constitué le projet, qui s'est fait beaucoup au gré de partenariats, si j'ai bien compris, c'est à rentrer des collections entières dans l'Atlas Museum, et que du coup, il y a aussi cette vue un petit peu macro comme ça, ou comme le vent des forêts,
qui s'est effectivement constitué comme ça au fur et à mesure des années. Ça fait assez longtemps que le projet existe. Et du coup, tu le rentres comme un tout. Et j'imagine que du coup, ça permet aussi d'avoir une vue très transversale des En collections. fait, souvent, c'est ça qui les intéressait, c'est de se dire, c'est pas rester sur son territoire, parce que du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sites, chacun fait son site sur son territoire, mais d'avoir vraiment un inventaire de l'art dans l'espace public, sinon il faut aller chercher dans chaque ville, chaque collection municipale, comme il n'y a pas de musée, chacun va faire la promotion de sa collection, en fait. Donc, Et l'autre question tient aux photographies. J'ai toujours pas bien compris le statut de ces photographies et les droits, parce qu'aujourd'hui, on l'évoquait à la dernière conférence de Thomas sur le land art, le fait que n'importe quel visiteur aujourd'hui a son smartphone qui fait des photos parfois meilleures qu'un très bon appareil ouais. photo, et pourquoi elles ne viennent pas tout simplement libres de droit, puisque de toute façon tout le monde en fait. Comment? Oui, de toute façon, le droit n'est pas respecté, hein, parce qu'effectivement, elle se balade sur les réseaux sociaux. Enfin, voilà, personne, je pense que connais pas, à ma connaissance, je connais personne qui a eu un procès pour avoir mis sur Facebook une photo d'une œuvre d'art. Mais la loi, pourtant, elle a été, donc il y a une nouvelle loi qui date de 2018 qui s'appelle la loi sur la République numérique. Et c'est pour ça que moi, d'ailleurs, moi qui devais payer des droits avant pour pouvoir mettre en ligne sur Atlas Museum, alors que c'est un projet de recherche, hein, et il n'y a absolument aucun bénéfice. Enfin, c'est un projet évidemment sans but lucratif, porté par une association reconnue d'intérêt général, mais j'ai quand même dû payer des droits au début. Et je rentre dans cette exception au droit d'auteur parce que dans cette loi de 2018, il y a une sorte de liberté de panorama. Enfin, ça, c'est dans le droit allemand, en fait, qui dit que on a le droit de photographier une œuvre d'art dans l'espace public, que ce soit architecture ou art plastique, à partir du moment où c'est non commercial et à titre personnel. Alors c'est là où le bas blesse, parce que par exemple, du coup, Wikipédia, c'est une association, et ben elle n'a pas le droit. Alors moi, je suis exactement entre, parce que le site, il est enregistré à mon nom personnel, mais s'il était au nom de l'association, par exemple, ça serait pas possible. Mais là, il est en mon nom de Virginie Pringuet, chercheuse, donc du coup, j'ai le droit de diffuser ces images. C'est vraiment du bricolage, hein. Mais, Et les mises en ligne sont signées? Alors les mises en ligne, en fait, le droit du photographe, parce qu'il y a cette couche-là de droit, le photographe, et il a le droit de reproduction. Donc, en fait, sur le site, dans les conditions d'utilisation du site, il est bien spécifié qu'à partir du moment où on upload, on charge une image sur le site, et bien, en tant que photographe, on accepte la licence Creative Commons. Parce qu'il y a le droit de l'artiste, le droit du photographe, et parfois le droit de l'architecte quand c'est le cas d'un 1%. Donc là, on est vraiment dans le millefeuille juridique français. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Virginie. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Olivier. Non. Là, de ton côté. on a pu bien échanger sur les thématiques, il me semble. Ouais. Bon, Merci beaucoup. Puis je pense c'est moi qui vous remercie. C'est toujours intéressant d'avoir un retour sur ces projets qui évoluent. Ce qu'il faut maintenant, c'est que les étudiants aillent fouiller sur cette base-là pour s'inspirer à la fois pour le travail avec Thomas et sur un autre projet sur lequel on est, où ce sera d'une grande aide, je pense, de voir différents dispositifs dans tous les champs du graphisme, de l'art contemporain au sens large. C'est une belle ressource. Bon, bien sûr. Absolument. Bon, écoutez, je vais essayer de trouver la lumière. Voilà. En tout cas, merci. C'est une très belle image, un peu fantomatique. On a eu toutes les étapes, les superbes fresques, et maintenant c'est Blair Witch. Bonne soirée. Merci beaucoup, Virginie, et bonne soirée à toutes et tous, et à très bientôt. De savoir comment s'est passé le workshop, je prendrai des nouvelles.
Donc merci Virginie, merci Thomas. Et donc on se donne rendez-vous Thomas pour le 7 avril. Le 7 avril. Voilà, exactement. Pour la Et on dernière. parlera d'un protocole qui s'appelle le protocole des nouveaux commanditaires, qui est un protocole de commande d'œuvres d'art, pas forcément réduit à l'espace public, mais de fait, une grande majorité des œuvres qui ont été produites dans le cadre de ce protocole l'ont été dans l'espace public. Ok. Voilà. Bah, on se réjouit de te retrouver. Et puis merci encore et très bonne soirée à vous deux. Et à tout le Merci. monde également. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Bonsoir, merci.